Bonjour à tous, bonjour Natacha, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure, d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce premier épisode du Marathon Shoujo sur l'œuvre de Rikako Uketani, Lollipop. Hello, comment allez-vous ? Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Marathon Culture. Comme vous vous en doutez, nous serons seuls à chaque fois pour vous présenter une œuvre asiatique. Pour l'instant, nous avons principalement choisi des œuvres japonaises et quelques-unes coréennes. Ce format durera sur 2 mois et vous aurez de nos nouvelles chaque semaine, tous les dimanches à 11h. Nous vous proposons de découvrir une œuvre en compagnie d'une de nous. Donc ce marathon, il a pour but de vous produire plus de contenu, plus fréquemment, et surtout promouvoir les cultures asiatiques à travers le manga, la littérature, le cinéma, ou les séries d'animation filmographiques. Bienvenue donc à vous dans cette première recommandation du mois que je vous ferai, c'est donc moi, Célia. Et aujourd'hui, donc je vous fais la revue d'un shoujo manga. Pour ne pas changer vos habitudes, je vais vous parler de Lollipop, un manga de Rikako Uketani, sorti en 2007 en 7 volumes. Rikako Uketani, c'est une mangaka qui publie dans le magazine Cookie au Japon et qui est éditée en France chez Delcourt. Elle fait partie de la génération d'Ayazawa, Matsurino ou même Natsu Takea. C'est l'une des auteurs les plus productives de ces dernières années avec un style bien à elle, girly, rond et très mature, parfois même très proche du shosei. Commençant sa carrière professionnelle à 20 ans avec Itsuka Dokokade, Un jour quelque part, elle fut l'auteur phare du magazine Youngyu de la Shueisha jusqu'en novembre 2005, donc quand ils ont décidé d'arrêter Youngyu. C'est un magazine qui s'adresse plus aux jeunes filles, mais déjà dans la vie active, vous voyez, puis aux femmes aussi. Après avoir dessiné quelques nouvelles dans le chorus, elle commence Lollipop, donc dans le Cookie, qui est un magazine qui est plus type pour les lycéennes. Le succès est une nouvelle fois immédiat pour cette auteure qui est très appréciée des jeunes lectrices japonaises. À noter qu'en 2008, elle signe des illustrations qui serviront aux publicités de la grande marque de lentilles Akuvui. D'autres mangas suivront comme Six Half, qui parle de perte de mémoire et de changer le cours de sa vie, de devenir quelqu'un d'autre, peut-être même la meilleure version de soi-même. Ou bien Tetote, publié en 2022, qui nous conte l'histoire de 3 personnes qui sont sur le point de se faire renverser par un camion, mais qui entendent un haut-parleur qui leur fait une annonce « Vous allez mourir dans 1 seconde. Mais vous pourrez continuer de vivre encore 60 ans si chaque jour qu'il vous reste à vivre, vous vous soutenez en vous serrant les coudes. » Une histoire d'amitié en trio qui maintiendra leur existence. Vous voyez bien, le sujet favori de l'auteur, c'est les émotions. Elle dira d'ailleurs que pour dessiner un manga, la première chose, c'est d'imaginer des scènes de qualité, qui laisseront un fort impact sur les lecteurs. Par exemple, quand 2 personnages décident de sortir ensemble, si par la suite ils doivent se séparer, elle veut malgré tout que les lecteurs se souviennent de cette première scène, comme si elle avait vraiment existé, avec un peu de nostalgie. Pour cela, il est bien évidemment important de réfléchir à la qualité des dialogues. En fait, elle pense souvent aux paroles qu'elle pourrait dire, elle, dans ce genre de situation. C'est pour ça que ces personnages ne sont pas parfaits. Ils sont très humains, on les déteste parfois, d'autres fois on s'attache à eux. Ils sont des membres de notre famille ou même le petit copain qu'on rêverait d'avoir. Les émotions et la sensualité de son trait se confondent et on entre directement dans l'histoire, que ce soit par les grands yeux des protagonistes, vous verrez qu'elle a vraiment un style très précis pour dessiner les yeux, avec des très longs cils et des grosses pupilles, et aussi par les dialogues de l'auteur. Elle va vraiment mettre un point d'honneur à ces dialogues et créer vraiment un sentiment de proximité avec les personnages. L'adolescence, la jeunesse, le début des relations intimes et les premiers émois amoureux sont le centre de Lollipop, dont je vais maintenant vous faire le synopsis. La vie de Madoka Goto, une lycéenne, est assez monotone, sans compter qu'elle a des parents plutôt ringards et fauchés. Son quotidien va être bouleversé quand ses parents gagneront 100 millions de yens à la loterie. Ses parents décident de reprendre leurs études et de partir vers de nouvelles aventures. Madoka se sépare d'eux et doit être hébergée chez des inconnus, la famille Asagi. Elle y rencontre la mère, mais surtout le fils Asagi, Tomoyo. Au tout début, je réfléchissais beaucoup sur la manière dont les jeunes pouvaient réagir et penser.
J'essayais de me mettre à leur place, de me projeter dans leur esprit. Et puis soudainement, j'ai réalisé que, quel que soit notre âge, nous ressentons toujours des sentiments similaires. Je suis assez convaincue qu'en amour, ou plus généralement d'un point de vue passionnel, quel que soit notre âge, quelle que soit notre époque, nos sentiments restent de même nature. Croire l'inverse, essayer de me mettre jusqu'à l'excès à la place de jeunes, était probablement une erreur, dit Rikako Okutani dans une interview pour Akata. Lollipop, c'est une histoire d'hésitation en amour, et aussi d'humour, mêlé au drame. Au début, la mère de Tomoyo défend Madoka de lui parler. Mais cette interdiction la tente et le mal est fait. Un lien se noue entre eux, surtout lorsqu'on découvre que cette annexe est en réalité l'endroit secret du jeune garçon, dans lequel il cache sa collection de mangas. Et on sait souvent que le manga permet vraiment de sortir de son univers, de l'univers dans lequel on est tous les jours, et permet vraiment de s'évader, surtout pour les jeunes, notamment notre cas, Natacha et moi. Ça a toujours été une manière pour nous de nous exprimer, de nous évader, de vivre une autre vie. Donc on voit bien que Tomoyo, à ce moment-là, est complètement prisonnier en fait de cette maison, et puis surtout de sa relation avec sa mère. De toute façon, les relations mère-fils sont toujours très très bien représentées dans les mangas, et on voit vraiment la relation d'une mère abusive sur son fils, et aussi des problèmes qu'elle n'a pas gérés elle-même dans sa vie et qu'elle va en fait transposer sur la vie de son fils et sur la vie de cette nouvelle jeune fille qui arrive, Madoka. Et ensuite Madoka, bien sûr, elle va rencontrer donc Tomoyo qui est plus jeune qu'elle, et puis elle va rencontrer aussi Ono, donc un jeune homme de son âge, qui lui se montre toujours gai et souriant, à l'inverse de Tomoyo, mais qui finit par montrer sa vraie personnalité à la jeune fille. Et là on voit bien en fait que les sentiments évoluent, que ça soit de l'amitié ou de l'amour, tout est lié. Et on connaît tous ce genre de relation, on ne sait pas si on est plus amis ou amoureux de la personne qu'on fréquente au quotidien. Madoka elle-même ne sait plus si elle est amoureuse d'Ono, amoureuse de Tomoyo, ou si elle ressent de l'affection presque familiale pour ce jeune homme. Les différences d'âge, en plus cette fois-ci en miroir, puisque c'est Madoka la plus âgée, viennent questionner la légitimité de cette relation quand on sait qu'au Japon, de nombreuses femmes mariées vont côtoyer des hostes et des jeunes hommes à côté de leur mariage non épanouissant. Bon là je fais une comparaison qui peut être un peu osée, mais cela remet vraiment en question la légitimité de l'âge dans une relation homme-femme, et notamment là avec un jeune homme qui est plus jeune et la jeune fille qui est plus âgée. Le passage à la vie adulte est aussi la notion clé de cette histoire qui passe comme une lettre à la poste, puisque c'est une histoire qui est très douce, parfois un peu amère, et surtout empreinte d'une nostalgie, celle d'une adolescence où nos sentiments se balançaient, où rien n'était figé. Vous pouvez facilement vous procurer cette histoire, donc Lollipop de Rikako Uketani, notamment sur Vinted, où il y a les 7 tomes souvent pour une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, sinon sur eBay, et sinon dans les book-off si vous habitez à Paris, ou à la Fnac, ou sur le site de la Fnac en marketplace, où là aussi vous pouvez trouver des scans ou même les mangas à moindre coût. Je vous laisse sur cette note-là et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle recommandation qui cette fois-ci sera une recommandation d'un film, et je laisse la parole à Natacha pour la prochaine recommandation. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec Natacha et dans 2 semaines avec moi. À bientôt et merci beaucoup pour votre écoute et votre confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode du Marathon Culture. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle découverte nippone et asiatique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un roman. Parce que oui, chez Shoujo Story, nous ne lisons pas seulement des mangas. Nous sommes de grandes lectrices et personnellement, j'affectionne beaucoup les romans de tout genre. Sans surprise, je lis énormément de romans japonais. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, je souhaitais vous parler de l'un d'eux. Je l'ai lu il y a à peu près 1 an, l'hiver dernier, et encore aujourd'hui, je continue d'y penser régulièrement. Il s'agit du roman Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Il est publié chez Actes Sud dans la collection Babel. Et pour vous donner l'eau à la bouche, je vais vous en lire le résumé. Un chat de gouttière au parler franc est rompu au langage des humains après ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui pour rien au monde ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru
et de nous révéler maints aspects de la société japonaise. Peu de livres me marquent autant, et pourtant c'est le cas de celui-ci. Il se place haut la main dans mon top 10. Pourtant, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de l'acheter. Vous savez, je suis un peu du genre, quand un livre, un film ou une série qu'importe, fait le buzz et fait énormément parler de lui, eh bien j'ai tendance de ne pas me précipiter dessus, au contraire. Je préfère attendre que l'effervescence qu'il y a autour se calme pour enfin découvrir l'œuvre par moi-même. Malgré tout, dès que je rentrais dans une librairie, soit quasiment toutes les semaines, eh bien il y avait toujours cette couverture qui m'interpellait. Cette couverture avec ce beau chat gris aux longs poils, aux grands yeux verts et avec ce regard malicieux. Je me disais toujours, la prochaine fois, je l'achète. Et un beau jour, j'ai vraiment fini par craquer. Pourtant, j'étais toujours un peu perplexe. Faut dire que dans la littérature japonaise, si jamais vous êtes habitué à en lire un peu, vous savez, surtout dernièrement, parce que j'ai l'impression que c'est très à la mode, qu'il existe beaucoup de romans avec des chats, où les chats sont un des personnages, en tout cas, principaux du roman. Et j'avais peur que ce soit tout simplement le cas encore cette fois-ci, et que du coup que ce soit très redondant et du déjà vu. Mais que nenni, l'originalité de ce livre, c'est justement ce chat. Car l'histoire est écrite de son point de vue, et non de celui de l'humain. Donc, on inverse les rôles. Le chat devient le personnage principal, l'humain, personnage principal aussi, mais quand même un peu plus secondaire. Et c'est dingue. J'ai adoré être dans la tête de ce chat, de ce neko japonais, misanthrope, au caractère grincheux. Ayant moi-même des chats, j'étais vraiment heureuse d'en apprendre plus sur leur comportement, manière de vivre, et avoir un petit aperçu de comment ils voient notre monde. Évidemment, il est impossible, même pour un écrivain, de savoir ce qu'un chat pense vraiment. Mais ici, l'autrice, en tout cas, je trouve, a fait un travail incroyable, et le personnage du chat est extrêmement crédible. Son caractère de cochon permet d'apporter énormément d'humour tout au long de l'histoire et même un peu de légèreté dans certains passages difficiles. C'est aussi extrêmement touchant de le voir découvrir le monde parce qu'en définitive, ce chat, il n'a jamais connu autre chose que sa petite rue à Tokyo et tout est nouveau pour lui. Et j'ai vraiment en esprit l'un des passages qui est au début du roman où il découvre pour la première fois la mer. Et je vous assure, c'est vraiment touchant. C'est impossible de ne pas s'attacher à lui et de ne pas vouloir d'un chat comme Nana dans notre vie. Et un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est la thématique du voyage. Pour tous les amoureuses et les amoureux du Japon, vous allez vraiment adorer. C'était si agréable de suivre Satoru et Nana à travers le Japon et de découvrir une multitude de nouveaux paysages. Qui dit voyage, évidemment, dit aussi rencontre. Et au fil des chapitres, on va en rencontrer des nouveaux personnages, des anciennes connaissances de Satoru, d'anciens amis d'enfance. Et c'était vraiment bien de voir à quel point ces personnages ne sont pas seulement relégués au second rôle, mais ils avaient tous et toutes une histoire à nous raconter. L'autrice a vraiment pris le temps de leur créer à tous un caractère propre, un passé, un présent, un futur également, et de vraiment les rendre tous et toutes vivants et pas seulement un peu des personnages pour meubler ou pour décorer l'histoire du roman en se concentrant uniquement sur le personnage principal. Là non, pas du tout. Tous, lorsqu'on va arriver à leur chapitre et s'intéresser à leur vie, dans un sens, ça va être un peu eux les personnages principaux à ce moment-là. Et ça, j'ai trouvé moi personnellement que c'était extrêmement bien amené et super bien écrit. D'ailleurs, j'en profite pour mettre un point d'honneur au traducteur, Jean-Louis Delacouronne, qui a fait vraiment un super beau travail sur ce roman-là. Bref, je vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai vraiment peur de trop rentrer dans les détails de l'histoire et le but de ces petits épisodes de marathon, c'est justement de ne pas non plus trop en dire et de vous faire des épisodes courts. Donc je terminerai juste par vous dire que si jamais vous aimez les chats, vous aimez le Japon et vous aimez le voyage, eh bien ce roman est en fait fait pour vous. Vous n'avez plus qu'à fermer les yeux, rentrer dans une librairie ou par un autre moyen vous procurer ce livre et le lire. Je suis certaine que vous ne serez absolument pas déçus et j'ai hâte d'entendre vos réactions, en tout cas de connaître vos avis là-dessus. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Et si jamais ça vous intéresse, l'autrice a également écrit un autre roman qui est paru il y a pas si longtemps, moi je l'ai lu cet été, qui s'appelle Au prochain arrêt et qui est tout aussi sympa. Pour ceux qui aiment les histoires en tout cas plus courtes, là les mémoires d'un chat c'est un peu plus de 300 pages, donc c'est quand même un bon gros livre. Mais Au prochain arrêt, il est beaucoup plus court, donc si ça peut vous intéresser, on est toujours un peu sur le même registre, le registre du voyage, parce que ça se passe dans un train au Japon, et on fait un peu des allers-retours dans ce train métro, et on rencontre à chaque fois de nouveaux personnages. J'ai hâte d'entendre vos retours. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode du Marathon Culture, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle découverte nippone et asiatique.
Heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode. J'espère que ma critique de Lollipop vous a plu et vous a donné envie de commencer ce titre concernant les mémoires d'un chat. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous envie de lire ce roman ? Après la jolie description de Natacha, c'est vrai que c'est la première fois qu'on vous faisait une revue d'un roman. On espère qu'on a assuré et que vous avez très envie de continuer à écouter nos revues. En tout cas, aujourd'hui, on va inaugurer notre première revue de film puisque je vais vous faire donc la revue de Mademoiselle, donc Ageshi, un thriller psychologique érotique sud-coréen qui est coécrit, produit et réalisé par Park Chan-wook et qui est sorti en 2016. Il s'agit d'une adaptation d'un roman, donc Du bout des doigts, Fingersmith de Sarah Waters, qui est paru en 2002. Donc c'est un film qui a été en compétition bien sûr pour la Palme d'Or du Festival de Cannes 2016 et il a reçu le meilleur film en langue étrangère à la British Academy Film Awards. Donc c'est vraiment un film très très coté, très connu, très coté. Après, comme c'est un film qui est érotico-thriller, et ça va être un film qui est plus compliqué, on va dire, pas très accessible. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire la revue, parce que je suis sûre que plein d'entre vous ont laissé passer ce petit bijou et n'ont pas pu se porter dessus, le regard n'a pas pu se porter dessus, alors qu'il le mérite totalement. Pour moi, c'est vraiment un film fort que j'ai vu la première fois, donc seule, dans l'intimité de ma chambre, puis avec Natacha, au cinéma, lors d'une rediffusion de films asiatiques. Donc, étant une très grande cinéphile, je pourrais vous parler des heures de ma passion pour mon trio d'or, Jacques Demy, Fellini et Pedro Almodovar, mais là, c'est pas le sujet. On va parler de Park Chan-wook. On est entre ses mains aujourd'hui, et qui c'est déjà Park Chan-wook ? Park Chan-wook, c'est un immense réalisateur coréen. Son style est assez reconnaissable car il est difficilement visible sans trigger warning. En effet, il aime vraiment le déchaînement de violence, de cruauté, notamment dans sa trilogie de la violence, donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. Donc là, on voit bien que hommes et femmes sont face à des impasses de vie, des situations extrêmes souvent liées à l'enfermement, l'arnaque, la souffrance, et ainsi laissent leur empreinte dans notre esprit de par leurs scènes de torture qui sont parfois insoutenables, et une réflexion sur cette dite vengeance qui est, comme vous l'avez vu, partout dans le titre. Mademoiselle, c'est vraiment le film résolument féministe et saphique que je vous conseille aujourd'hui. C'est un bijou du cinéma coréen. Alors le plot, c'est quoi ? En pleine colonisation japonaise en Corée, dans les années 1930, la riche japonaise Hideko, qui est jouée par Kim Min-hee, embauche la jeune servante coréenne Suki, Kim Tae-ri, dans un gigantesque et sombre manoir appartenant à son oncle tyrannique. Elle ignore que Suki n'est pas là par hasard. Elle a prévu un plan maléfique organisé par un escroc, qui est joué par Ha Jong-woo, qui se fait passer pour un conte japonais. Donc vous l'avez compris, le film, déjà, il adapte le roman Du bout des doigts de Sarah Waters, comme je disais, qui transpose l'intrigue dans la Corée sous colonisation japonaise des années 30. Sarah Waters est, je le rappelle, une grande auteure britannique ouvertement lesbienne qui a écrit le magnifique Caresser le velours, un livre subtil sur l'amour entre femmes qui m'a profondément marqué. C'est donc un choix loin du hasard que Park Chan-wook fait en décidant d'adapter ce roman pour évoquer la quête d'identité des personnages qui va guider tout le film. Ce film va au-delà de l'intrigue intime de l'œuvre de Waters pour venir exposer la situation entre deux pays qui s'alimentent tout en rejetant ainsi la difficulté d'une époque et d'une société où la censure est maîtresse et les libertés limitées. Servant de toile de fond passionnant au parcours des trois personnages principaux, cette opposition entre la Corée et le Japon va venir amuser le réalisateur et il va proposer des styles cinématographiques pour alimenter son histoire qui mélange habilement l'hyper-réalisme coréen, le thriller comme je disais, le baroque japonais et la délicatesse d'une histoire d'amour. Le scénario se met en place en 3 actes dans le film et dessine une arnaque virtuose où l'enchâssement de mensonges, de traîtrises et de manipulations se disputent constamment au rapprochement progressif entre Suki et Hideko, les 2 femmes, les 2 personnages principaux du film. Mademoiselle, c'est un patchwork de genre cinématographique, film historique,
film érotique, thriller, il est inclassable. Là où le cinéma coréen a l'habitude de ne pas classer les genres, plutôt de les mélanger. Ici, contrairement aux autres films de réalisateurs, nous sommes surtout dans un film d'amour entre femmes. Les hommes ici sont les envahisseurs, donc le comte Ha Jong-woo et le pervers Kuzuki qui est joué par Jo Jin-woong. Ils sont reniés concrètement ou fictivement leur identité coréenne pour assouvir leur pulsion pour la luxure dans tous les sens du terme. Donc là encore, on voit bien cette ambivalence entre les Coréens et les Japonais aussi, qui est jouée dans le film. Mais on sait très bien que dans la réalité, c'est aussi le cas. Il y a toujours cette ambivalence entre ces deux peuples. Et là, Park Chan-wook a essayé de, on va dire, avec sa patte, recréer cette ambiance-là, en fait. Donc, Park Chan-wook apporte vraiment, grâce au décor gothique, entre, comme je disais, la culture japonaise et la culture occidentale, un apport au fétichisme, en fait. Fétichisme autant d'une esthétique que des corps. D'une vision faussée aussi de la situation, où chacune va se faire prendre au jeu de l'une ou de l'autre. Les deux premières parties sont vraiment un jeu de ping-pong entre Hideko et Suki, où chacune essaie de tirer son épingle du jeu, mais où tout fait référence à l'arnaque en cours. Ces situations révèlent le machisme de la société dans lequel ces femmes évoluent. Mais ne vont-elles pas transcender cette situation par la promiscuité qu'elles ont tissée l'une avec l'autre? Park Chan-wook va vraiment l'exprimer par un trouble érotique qui est fait en fait de promiscuité physique dans ce rapport maîtresse et servante. Donc par exemple, on a la fameuse, sans vous spoiler, la fameuse scène du bain et de la dent qui est d'une extrême délicatesse entre les deux femmes et on va vraiment voir qu'il se joue une arnaque énorme, mais qu'il y a cette scène délicate, cette sincérité en fait qui se révèle sous le mensonge. Leur attirance est alors suscitée par l'image factice renvoyée l'une à l'autre. Hideko, par sa gentillesse et son innocence, finit par émouvoir Suki, et de même Hideko entrevoit la vérité des sentiments de Suki jalouse et abattue, et elle voit en elle en fait la seule vraie compagne qu'elle n'ait jamais eue à sa solitude. Elle se complète, s'épaule, s'aide à grandir tout au long du film, faisant finalement rempart à la monstruosité des hommes et de leur situation. La scène finale est une ode au plaisir féminin que je trouve extrêmement sophistiquée, parce que vous verrez, les scènes sucrées sont vraiment éblouissantes, on se croirait dans un ballet de corps, les mouvements sont proches de la danse, tout est magique, le réalisateur a vraiment fait un travail esthétique dingue, et on se retrouve face à une véritable émancipation de la femme, face à une société patriarcale qui veut leur dicter leurs désirs, mais aussi tout simplement leur vie en fait. Nous sommes vraiment face à une tragédie romantique lesbienne et non dans un film calculé du regard d'un homme sur deux femmes. Et ça, je pense vraiment que c'est grâce à la grande force du scénario de base en fait de Sarah Waters, qui comme je le disais est une auteure qui connaît, vit, ressent ses passions amoureuses, qu'elle décrit si bien. Dans les films précédents, on pouvait être gêné par les scènes violentes et s'interroger sur l'utilité de certaines de ces scènes de Park Chan-wook, mais ici tout est mis au service de l'émotion, ce qui fait que la mise en scène est moins voyante qu'avant. Que ce soit les scènes sucrées ou l'entièreté du film, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment un bijou. Donc j'espère que je vous ai donné envie de regarder ce film. Je sais que c'est plus compliqué de lire des scans ou acheter des bouquins que regarder des films, mais je suis sûre que vous trouverez une manière de le regarder. Je vais pas vous donner mes tips, mais voilà. Et oui, j'espère vraiment que ça vous a donné envie de regarder ce film qui est vraiment un bijou de la culture coréenne. C'est un des meilleurs films que j'ai vu coréens à ce jour, et je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup, comme je vous disais, étant une grande passionnée de cinéma. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Marathon Culture. Donc rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle découverte nippone et asiatique. Et cette fois-ci, ça sera avec Natacha. Toujours en Corée du Sud, nous vous parlerons d'une nouvelle découverte que nous avons fait et ça sera un drama. Voilà, je vous laisse avec ces belles paroles et je vous fais des gros bisous. À la prochaine, prenez soin de vous. Durant ce marathon, nous en profitons pour diversifier un peu nos recommandations et parler d'œuvres qui ne sont pas forcément de shoujo, de manga ou tout simplement pas liées au Japon. Et pour ce 13e épisode, je voulais qu'on parle un peu de drama, car c'est aussi une autre passion que nous partageons avec Célia. Nous avons débuté très jeunes avec les dramas japonais, puis naturellement nous avons continué avec les dramas taïwanais et coréens. Faudrait un jour qu'on fasse un épisode spécial drama, car nous avons tant de choses à vous dire. Mais aujourd'hui, je vais me contenter d'une seule recommandation. Et il s'agit d'un drama coréen, disponible à la fois sur Netflix
et sur Vicky. Il a été diffusé entre 2015 et 2016, donc il n'est pas tout jeune, mais fait toujours bien son effet. Le drama dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Reply 1988 au 1988. Nous y suivons l'histoire de 5 adolescents. Je vais pas forcément dire leur nom parce que j'ai toujours peur d'écorcher étant donné que je ne sais pas parler coréen et que j'ai toujours peur de mal prononcer les noms. Donc je vais me contenter juste de dire 5 adolescents qui sont amis d'enfance et qui vivent dans les années 80. Ils vivent tous dans le même quartier et sont tous issus de la classe moyenne. Et nous, durant tout ce drama, nous sommes spectateurs et spectatrices de leur vie. La particularité de ce drama, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir 2 dramas en un, 2 histoires en une. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, principalement se concentrer sur l'histoire de ces 5 amis, en les suivant ensemble et chacun indépendamment. Mais on va également se concentrer sur la vie de leurs parents eux. Parce qu'évidemment, ils vivent tous dans le même quartier, ils ont tous des liens très forts entre eux, que ce soit entre les jeunes ou entre les parents qui s'entraident, qui se voient tous les jours, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Donc on va à la fois se concentrer sur les enfants, mais également sur les parents. Et ça va vraiment donner cette impression d'avoir 2 dramas en un seul. Et j'ai trouvé cette idée incroyable et surprenante. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un drama court. Bien qu'il n'y ait seulement qu'une saison, il y a 20 épisodes. Et contrairement à 2 dramas qui font à peu près 45 minutes chaque épisode, maximum 1 heure, là, chaque épisode font entre 1h30 et 1h50, presque 2 heures parfois. Et ça serait mentir que de dire que je n'avais pas peur au début lorsque je me suis lancée dans l'aventure, parce que des épisodes de presque 2 heures, ça peut un peu rebuter certains et certaines, et je comprends totalement, moi la première. Et pourtant, ça nous permet de nous plonger corps et âme dans cette histoire, et d'apprendre à connaître tous les personnages, et de découvrir chacun de leurs histoires. On les voit grandir, on les voit évoluer dans leur vie, et en un sens, nous vivons à leur côté durant toutes ces années. Nous les observons faire des erreurs, poursuivre leurs rêves, vivre leurs premières histoires d'amour et d'amitié. Et croyez-moi, vous allez pleurer. Et vous allez rire, mais tellement rire. Tous les personnages sont extraordinaires. Ils sont tous incroyables. J'en parlais avec une amie qui m'a fait découvrir ce drama. Et on parlait justement du fait que c'était impossible de choisir un seul personnage préféré parce qu'ils sont tous si extraordinaires. Aucun n'est parfait. Personne ne l'est. Ils ont tous des qualités, ok, mais ils ont aussi des défauts. Parce qu'ils sont avant tout humains. Et c'est ça qui manque parfois dans des dramas, surtout coréens, c'est qu'ils veulent tellement, en mon sens en tout cas, nous montrer la perfection physique, la perfection scolaire, la perfection au niveau du mental, avoir un caractère génial, hyper sociable, très avenante, très joyeuse, etc. Et là, pas du tout. Là, c'est vraiment des vrais adolescents, des vrais humains comme on pourrait en trouver partout sur cette planète. Et ça fait un bien fou. Parce que ça rend cette histoire encore plus crédible, encore plus réelle. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est très facile de s'identifier à chacun d'eux, si ce n'est à tous et à toutes. Parce qu'ils ont tous une part de vérité, une part dans laquelle on peut tellement facilement s'identifier, que ce soit au niveau du caractère, au niveau des goûts, au niveau de nos expériences, que ce soit scolaires, dans le monde du travail, de l'amour, de l'amitié. Et ça faisait du bien d'avoir un drama comme ça, qui soit aussi réaliste. D'ailleurs, après avoir visualisé le dernier épisode, donc l'épisode 20, je me suis vraiment sentie vide. Pendant des semaines et des semaines, je ne faisais que penser à ce drama. Et d'ailleurs, c'est un drama, lorsque j'en parle avec des amis qui l'ont déjà vu, on s'est vite rendu compte que on l'avait tous revu plusieurs fois par la suite, tellement les personnages nous manquaient, l'ambiance, ce quartier, quoi. On s'attache tellement à ce quartier, à tous ses habitants, qu'on a sans cesse ce besoin de revisualiser ce drama pour se replonger dans cette histoire. Et puis on en parle un peu les années 80 en Corée, à quel point c'était incroyable au niveau du style vestimentaire, au niveau des goûts musicaux, moi c'est tout ce que j'aime, et ça me faisait vraiment plaisir de découvrir la Corée dans les années 80. Et ça aussi c'est un autre gros point positif de la série, c'est qu'on se concentre pas uniquement sur le côté un peu superficiel et esthétique des années 80. Alors oui, on va parler des fringues, oui, on va parler des musiques et des films qui sont à la mode à cette époque-là, mais on va aussi parler de tout l'aspect politique de la Corée pendant les années 80, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Surtout qu'on a un point de vue très documenté et crédible, parce qu'en fait toutes ces informations-là du point de vue politique en tout cas nous vient surtout de la sœur d'une des personnages principales qui fait des études de journalisme. Toute l'histoire n'est pas centrée autour de cet aspect-là politique, mais on a quand même plusieurs informations qui nous arrivent tout au long de la série et qui sont extrêmement intéressantes parce que personnellement, moi, je n'en avais aucune connaissance de tout ça. Et aussi, je mets un gros point d'honneur sur les acteurs qui sont tous et toutes incroyables,
tellement bluffants. En personnage principal, nous avons Yeri, du groupe de K-pop Girls' Day. En second personnage, en fait, comme ils sont un groupe de 5, c'est difficile de dire quels sont les personnages principaux et quels sont les personnages secondaires. Pour moi, ils sont quand même tous principaux. Encore une fois, je vais pas dire leur nom, mais bref, vous regarderez sur Internet. Mais c'est tous des pépites. Et ils forment tous un groupe tellement soudé que, franchement, on a vraiment l'impression qu'ils se connaissaient déjà bien avant la série, qu'ils étaient déjà hyper potes. Je sais que les liens entre eux se sont vraiment renforcés pendant qu'ils tournaient la série et qu'après ils ont continué de se voir. Et je trouve ça super. À savoir aussi, pour vous dire à quel point la série est incroyable, elle a gagné en 2016 le prix du meilleur drama. Et elle a également gagné 2 autres prix, donc le Grand Prix chez TVN10 et Best Content Award. TVN10, donc TVN10, pardon, c'est la chaîne sur laquelle le drama a été diffusé durant cette année-là. Donc voilà, ça montre à quel point quand même ce drama est exceptionnel et il est pour moi beaucoup trop sous-coté. Je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais là, dans ces épisodes-là de Marathon Shoujo, on est assez restreinte sur le temps parce qu'on veut quand même que ce soit des épisodes rapides à écouter pour vous. Donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez en discuter en commentaire ou en message privé, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas. Une dernière phrase sur ce drama. Si vous voulez être dépaysé et en apprendre plus sur les années 80 en Corée, vivre une histoire incroyable dans un quartier avec des gens tellement touchants, avec des adolescents et des adultes qui ont tous quelque chose à nous apprendre dans cette série, foncez. J'ai rien d'autre à vous dire d'autre que de foncer, de regarder ce drama. N'ayez pas peur des premiers épisodes. Moi, j'avoue, le premier épisode, la première fois que j'ai essayé de le regarder, je n'ai pas accroché parce que justement, le personnage principal qui est joué par Yeli crie beaucoup. Elle est très expressive comme femme et elle crie beaucoup. En tout cas, elle parle très fort et j'étais en mode ouais non, je vais pas supporter. Et en fait, franchement, vous arrêtez pas à ça. Faut laisser le temps à la série de se mettre en place pour en apprendre plus sur chacun d'entre eux et d'entre elles pour vraiment apprendre à les apprécier à leur juste valeur. Promis, vous ne serez pas déçus. Je sais que je dis ça à chaque fois parce qu'à chaque fois, on vous fait quand même des recommandations qui nous plaisent avant tout. Donc c'est difficile pour nous de dire que ce n'est pas génial. Mais promis, cette fois-ci, c'est vraiment le cas. C'est incroyable comme série. Allez, ciao, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du Marathon Culture et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle découverte nippone et asiatique. Hello hello, bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du Marathon. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous reprenons les rênes du podcast avec un manga. Alors, je vais m'excuser déjà pour ma voix qui n'est pas au top de sa forme, mais je suis un petit peu malade. Donc, vous m'excuserez. J'espère que vous m'entendez bien et que je suis assez précise. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'une œuvre d'une auteure que vous connaissez bien chez Shoujo Story, puisque c'est Keiko Takemiya, avec ce fameux manga Destination Terra, que je vous avais un peu spoilé il y a quelques mois en vous disant que j'avais acheté le premier tome, même si je connaissais déjà l'histoire dans ses grandes bases, mais je n'avais pas pu le lire. Destination Terra, publié l'année dernière aux éditions Naban, c'est un peu le boomerang SF qu'il faut absolument que vous lisiez si vous êtes une assidue des auteurs shoujo de l'an 24. C'est un shonen composé de 3 tomes, bien épais, écrit entre 1977 et 1980. À l'époque, c'était extrêmement novateur, même si pour nous aujourd'hui, on trouve l'histoire empreinte d'un certain classicisme. On connaît l'univers, beaucoup sont passés après dans le cinéma, je vais pas les citer, mais vous les connaissez, le manga, ou même l'animation. Une première adaptation sous la forme d'un film d'animation est sortie le 26 avril 1980 et une deuxième sous forme d'une série télévisée animée de 24 épisodes diffusée du 7 avril 2007 au 22 septembre 2007 au Japon. La série propose un mélange d'un style graphique ancien, donc un peu le style graphique de l'an 24, mélangé aux techniques d'animation plus actuelles. Alors l'histoire de Destination Terra, c'est quoi ? Dans un futur où toutes les ressources naturelles de la Terre ont été épuisées, une colonie interstellaire a été créée pour permettre aux humains de continuer à survivre dans l'espace. Donc cette nouvelle société, elle est dominée par des ordinateurs qui contrôlent l'intégralité des comportements humains, se débarrassent sans hésitation de tous ceux qui ne répondent pas aux critères établis. Parmi ces humains persécutés, se trouvent les mus, qui sont dotés de pouvoirs télépathiques et qui sont obligés de vivre cachés. C'est en reconnaissant un jeune garçon comme leur guide que ces habitants vont tenter de renverser ce système injuste et de retourner enfin sur Terra. Alors déjà, petit reminder sur l'auteur, Keiko Takemiya. Qui est-elle et pourquoi écrit-elle Destination Terra ?
qu'on appellera aussi Toward de Terra ou Terai. Mangaka japonaise, membre du fameux groupe de l'an 24 qui a révolutionné le shoujo dans les années 1970, après la révolution culturelle, Keiko Takemiya est l'une des pionnières du shoujo moderne, celui que vous avez entre les mains, notamment si vous lisez du shonenai et du yaoi, comme son œuvre Kazetoki no Uta, la chanson du vent et des arbres. Cette œuvre a lancé le genre du shonenai, qui est aussi appelé boys love, et son personnage Gilbert aura influencé de nombreux personnages masculins amoureux dans le shoujo après 1980. Et c'est d'ailleurs en 1980 que la mangaka remporte le prix Shogakukan dans la catégorie shonen pour Destination Terra et Kazetoki no Uta. En 1991, elle reçoit le prix du ministre de l'Éducation de l'Association des auteurs de bande dessinée japonais et en 2014, elle reçoit la médaille au ruban pourpre pour sa contribution dans le domaine du manga. D'ailleurs, dans notre tout premier épisode sur l'an 24, on vous parle de Kazetoki no Uta, cette œuvre maîtresse de Keiko Takemiya. Donc si vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à aller écouter cet épisode ou celui sur la carrière de Ryoko Ikeda, une autre auteure pionnière de l'an 24. Fortement influencée par les travaux de Shotaro Ishinomori, elle se plonge complètement dans l'univers des cyborgs, de la robotique, de l'espace et de la télépathie pour son œuvre Destination Terra. En effet, en 1955, Shotaro Ishinomori participe à un concours d'un manga shonen et est remarqué par Osamu Tezuka, qui lui demande de devenir son assistant pour travailler sur Astro Boy. Il devient par la suite un des membres principaux du Tokiwaso, une désormais célèbre auberge à mangaka, où de nombreux grands auteurs se retrouvaient pour penser ensemble. D'ailleurs, il y avait l'auteur de Doraemon, Fujiko Fujio. Ça doit vous rappeler quelque chose, je pense, puisque les auteurs femmes de l'an 24, elles ont elles aussi créé ce collectif de femmes exceptionnelles pour repenser la littérature de demain. Donc vraiment, elles ont créé un collectif, un peu comme ces hommes qui travaillaient aussi sur ces questions-là, comment révolutionner le manga de demain. Donc il est le créateur des fameux Cyborg 009, Schoolman, Kamen Rider, Kikaeder, Inazuman. C'est des premières séries en fait de Super Sentai et c'est l'avènement des super-héros dans l'animation. Et les super-héros, il y en a dans Destination Terra. Déjà, le personnage principal, Jomi Marcus Shin, oui, le nom est un petit peu long, c'est vrai, mais je me demande si elle a pas voulu en fait essayer d'assembler aussi plein de noms qui viennent de tous les continents, en gros, genre Shin pour le Japon, Jomi, je sais pas, peut-être les États-Unis et Marcus pour l'Europe, j'en sais rien. C'est un peu cliché, mais je pense qu'elle a peut-être voulu faire ça. Qui a 14 ans, et c'est un élève trouble-fête qui va passer sa cérémonie de l'éveil. C'est une cérémonie très mystérieuse dans un monde où chacun vit sur une colonie interstellaire, loin de la Terre, et où la hiérarchie évalue tes capacités à retourner sur cette fameuse Terre promise. Puis son double, Soldier Blue, est un mu, donc un être doué de télépathie, qui va le choisir comme son descendant, celui qui guidera son peuple vers toujours cette fameuse Terre promise. Et enfin leur ennemi, et là je mets bien des guillemets parce que Keiko Takemiya, dans sa volonté de toujours présenter des personnages ni trop méchants ni trop gentils, avec des fractures propres à leur histoire, nous propose de faire la connaissance de Kiss Anyan, un jeune homme enrôlé dans leur force spéciale humaine contre les mus, qui cherche à connaître sa propre vérité. Et donc ces trois personnages vont graviter ensemble dans ce premier tome et se frotter à des forces indescriptibles, mystérieuses, entre l'ordinateur, la divinité et l'extraterrestre. Un swap opéra extrêmement riche, où j'ai dû m'accrocher pour ne pas perdre le rythme de l'histoire au début. Ensuite, cela devient beaucoup plus simple parce que l'auteur sait faire des reminders, et je vais d'ailleurs vous en lire un passage, comme ça vous aurez vraiment l'aura de l'œuvre. Année XXXX. L'Homo sapiens s'est installé dans tous les territoires possibles, domptant tous les climats, ne trouvant aucun ennemi capable de le contrecarrer dans ce monde, alors qu'au printemps de sa vie. Ils bâtirent des mégalopoles parfaites, partirent à la conquête de l'espace. En l'an 3XXX, grâce à la découverte de la vitesse, les humains peuvent parcourir des années-lumière à la recherche de ressources qui viennent désormais à manquer. Malheureusement, et malgré de nombreuses recherches, la seule ressource indispensable, celle de la vitalité de Terra, ne peut jamais être renouvelée et provoque rapidement son déclin. Du fait de cette négligence, la planète se trouve entièrement polluée et le sol lui-même commence à développer des toxines impossibles à éliminer et finalement, tous les poissons disparaissent de la mer, pourtant source de la vie. Ne sachant plus quoi faire pour la planète, les humains décident d'établir plusieurs plans de migration.
Terra mourait en effet à cause de la présence des humains. Quitter Terra était une évidence, mais il fallait aussi changer les hommes. C'est ainsi que commence l'exode vers d'autres planètes, le contrôle des naissances et finalement l'entrée dans l'ère supérieure de domination. Fut alors institué le système censé contrôler à la perfection la vie des humains. J'espère que ce petit aparté a pu mieux vous faire sentir vraiment cette œuvre. On est vraiment dans une réalité dystopique, un monde futuriste où nous sommes en permanence surveillés et si malencontreusement nous sommes trop intelligents, nous sommes vus comme déficients et donc des mus. La portée environnementale de l'œuvre est tout aussi importante, bien sûr, on parle de post-apocalyptique, d'une terre sans ressources ni eau. On sait que pour les créateurs japonais, on l'a vu avec Miyazaki dans l'épisode de Ghibli, les réflexions sur la mondialisation, le capitalisme, les dangers de la surexploitation des richesses sont en vérité parfois le centre du discours de leur œuvre. Et quand on pense que cela a été écrit dans les années 70 par Takemiya, c'est vraiment fou. Enfin, j'espère vraiment que malgré tout, les choses changent petit à petit parce que ce discours résonne encore tellement fort aujourd'hui, en fait, on dirait que rien n'a changé. Je vous parlerai pas du coup de crayon de Keiko Takemiya, parce que bien sûr, il est absolument divin. Les cases, elles explosent, les bulles, elles ont des formes complètement extraterrestres, les pleines pages, elles sont en mode interstellar, c'est magnifique. On voit vraiment que l'auteur, elle a joué avec ses pinceaux, elle a joué avec toutes sortes de matériaux qu'elle avait autour d'elle. Et les yeux, bien sûr, toujours ces grands yeux qui porteraient le monde, style en 24, incroyable. C'est un très bel ouvrage et le travail éditorial de Naban est super bien exécuté. La traduction est superbe, on rentre facilement dans les dialogues même si l'histoire peut être difficile à aborder quand tout commence. Pour moi, ce manga, c'est un chef-d'œuvre à mettre en lecture obligatoire au collège ou au lycée parce qu'il cristallise en fait des questions du siècle sur fond de guerre interstellaire et surtout nous parle de la société en fait. Il la questionne et montre ses forces comme ses faiblesses. Alors, est-ce que les identités secrètes artificielles vont réussir à dominer Terra ? Je vous laisse le découvrir dans Destination Terra, édité par Naban. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode Marathon d'Asie. Pour ce 15e épisode, j'avais envie de vous parler d'un film japonais que j'ai vu au cinéma il y a quelques temps. Il s'agit du film La famille Asada, qui raconte l'histoire vraie de Masashi, un jeune photographe qui, grâce à son travail, va permettre à chaque membre de sa famille de réaliser son rêve. Ça peut être femme d'un yakuza, devenir pompier, être pilote de Formule 1, plein de rêves, tous plus farfelus les uns que les autres, et toutes ces mises en scène pour créer la photo parfaite vont vous faire mourir de rire. Et très vite dans le film, Masashi, le photographe, va vouloir voir plus loin que sa propre famille. Il va commencer à prendre des commandes de d'autres gens, de d'autres familles, qui voudront immortaliser un moment précis de leur vie. On va du coup rencontrer une multitude de nouveaux personnages, et avec cela, une multitude de nouvelles histoires, toutes plus touchantes les unes que les autres. Ça se passe pas en notre temps, ça se passe pas en 2023, je vais pas dire exactement quand parce que ça risquerait de vous spoiler un événement majeur qui va se passer dans l'histoire et qui va tout chambouler. Et c'est notamment à travers cet événement tragique qu'on va se rendre compte à quel point la photographie peut être importante dans une vie, à quel point une photo, une simple photo, peut être un cadeau incroyable. Et moi-même qui fais de la photographie argentique, je me suis rendu compte surtout avec ce film qu'on a vite perdu l'habitude en fait d'immortaliser ces moments-là. Et c'est extrêmement bien retranscrit dans le film et on voit toute l'importance que ça a. Ce film m'a vraiment donné une claque. Je m'attendais pas du tout à ça. Faut dire aussi que je savais pas trop de quoi allait parler le film. Je suis pas du genre à regarder les bandes annonces avant d'aller au cinéma parce que j'ai trop peur que ça m'en dise trop sur le film et que je sois un peu spoilée. Donc je me fie beaucoup aux affiches, à ce que j'en ai entendu dire par des amis qui ont déjà vu les films. Et là, en voyant ces affiches-là dans le métro le matin d'aller en boulot, à chaque fois je me disais, purée, ce film il a l'air incroyable. Juste de voir cette grande affiche avec cette famille qui explose de rire, ça m'a donné envie d'aller voir ce film. Et du coup, je m'attendais juste à aller voir un petit film tout léger sur le ton humoristique et pas du tout. Je pensais pas que j'allais être autant chamboulée. J'ai vraiment été touchée au plus profond de mon être et je suis passée par toutes les émotions possibles. Je suis passée par le rire parce que oui, malgré tout, il y a quand même de l'humour tout au long du film et heureusement parce que ça permet d'apporter un peu de légèreté à d'autres scènes qui sont vraiment d'une tristesse inouïe. C'est un film assez long, il dure 2 heures je crois, donc c'est vrai que j'avais
entendu des gens dire que pour eux ça dure un peu trop longtemps. Moi personnellement, je n'ai pas vu le temps passer une seule seconde. J'ai vu aucune longueur dans ce film, au contraire. J'avais pas du tout envie qu'il s'arrête en fait. J'avais envie de continuer, de voyager un peu au travers du Japon, de rencontrer toutes ces familles et de voir toutes les nouvelles photos qu'allait nous faire ce photographe incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de photographe, gros coup de cœur pour l'acteur qui le joue, qui est nul autre que Kazunari Ninomiya. Peut-être que vous le connaissez si vous aimez la culture japonaise et surtout la J-pop, donc la musique pop japonaise, parce qu'en fait, Kazunari Ninomiya, c'est tout simplement Nino du groupe Arashi. Avec Célia, on aime beaucoup, alors pas forcément le groupe, mais on connaît très bien ce groupe parce qu'on est très fan de Matsumoto Jun, qui est un autre des chanteurs. Et on a beaucoup suivi sa carrière en tant qu'acteur, notamment dans les dramas japonais. Mais c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment intéressée à Nino en dehors de la scène musicale. Et j'étais vraiment étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à le voir dans ce film. C'est pour vous dire à tel point je me renseigne peu sur les films avant d'aller les voir. Donc quand il est apparu sur l'écran, j'ai vraiment été surprise. Et surtout, j'ai été bluffée par lui. En plus d'être un bon chanteur, mais c'est un acteur incroyable. Je le préfère même en tant qu'acteur. Il était bluffant, mais j'avais l'impression que ce rôle était fait pour lui. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir dans d'autres films. Sûrement qu'il en a fait beaucoup et que je ne suis pas au courant. Faudrait que je m'en renseigne. D'ailleurs, je vous ai dit un peu au début que c'était une histoire vraie. Alors oui, le photographe a vraiment existé, sa famille aussi. J'imagine quand même que pour le film, ça a été un peu romancé, je sais pas à quel niveau, mais quoi qu'il en soit, je pense que la plupart des histoires qui y sont racontées sont vraies, parce qu'on peut souvent retrouver les vraies photos. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup me procurer le véritable catalogue des photos qu'il a faites de sa famille. Donc j'étais très contente de découvrir un photographe incroyable. Donc si vous aimez le Japon et la photo, je pense que vous n'avez aucune raison de ne pas aimer ce film. Et même si vous n'êtes pas familiarisé avec ces deux thématiques, bon, le Japon, je pense que si vous écoutez ce podcast, ça reste quand même une de vos passions principales. Mais franchement, allez le voir. C'est un film très humble, très beau, très touchant et qui te marque vraiment. C'est le genre de film dont tu te souviens et que tu revois, je pense, sans t'en lasser. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça va être mon cas. D'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Et pour les autres, n'hésitez pas à aller le voir lorsque vous en aurez l'occasion. Il n'est plus en salle malheureusement, mais il sera à mon avis incessamment sous peu disponible sur différentes plateformes ou même à la télé. C'est vraiment un film et j'en parlais encore il y a quelques temps avec une amie, on se disait un peu les films qui nous avaient marqués ces derniers temps et notamment cette dernière année. Et La Famille Asada, pour moi, elle vient dans le top 3. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. En attendant, merci beaucoup de m'avoir écouté. À dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Une fois n'est pas coutume, je reviens avec une mini-série adaptée d'un manga. Nous voici dans notre 7e semaine de marathon et je vais enfin pouvoir vous parler d'un de mes sujets favoris dans les mangas qui est la nourriture. Meiko-san Chi no Makanae-san, c'est un manga de Koyama Eiko qui est publié par la Shogakukan et prépublié dans le Shonen Sunday depuis 2016. Kyoto, ancienne capitale du Japon, le cœur battant de la culture et des traditions nippones. Kyoto, qui est au sein de ses quartiers dédiés, compte aujourd'hui encore le plus grand nombre de maiko, geisha en devenir. Dans ces quartiers, les maiko s'entraînent, travaillent et apprennent, et elles vivent ensemble dans des maisons nommées yakata. Kyo vit dans une yakata, elle travaille dur mais n'est pas une maiko. Elle cuisine des bons petits plats pour les maiko. Cette histoire est une très chouette histoire que j'avais envie de lire depuis super longtemps. J'avais vu le manga passer et déjà j'adore le rouge, donc la couverture a un petit peu de rouge et ça m'a plu directement. Et surtout le thème de la nourriture, tout de suite j'ai été emballée, où l'on découvre les mœurs des maiko à travers la nourriture et les plats de la petite Kyo qui a 16 ans. On est dans une histoire, je dirais, tranche de vie, entre le shoujo et le seinen, et parfois même le registre comique. J'ai d'ailleurs beaucoup plus apprécié la série, alors que d'habitude je suis plutôt sensible au papier, alors que là il y a une adaptation en fait en série Netflix qui a été mise en ligne, et j'ai beaucoup plus préféré l'adaptation Netflix. La série et le manga, je trouve, sont pas du tout les mêmes, ils sont vraiment différents. En effet, dans le premier épisode de la série, déjà je dirais que Kyo et Sumire, qui sont donc les deux principaux personnages de l'histoire, elles débarquent dans le Yakata, alors que dans le manga, le premier tome s'axe vraiment sur Kyo et son travail dans le Yakata. Ayant regardé donc toute la série et ayant acheté le premier tome pour voir les différences, je dirais que personnellement, comme je disais, je préfère la série pour toute l'émotion que ça
ça m'a procuré, et notamment, je peux vous dire vraiment, j'ai pleuré. C'est un peu honteux, mais bon, je sais pas si c'est honteux de pleurer devant une série, mais surtout devant de la nourriture. Mais en fait, il y a tellement de liens nostalgiques avec des émotions que vous pouvez ressentir à travers la nourriture que ça peut vous toucher en plein cœur. Alors, faut savoir que déjà Kyoto, vous le savez, c'était la capitale impériale du Japon à l'époque. Et en fait, dans cette ville, qui est d'ailleurs incroyable, un jour peut-être avec Natacha, on pourra vous raconter toutes nos expériences au Japon, l'une et l'autre, et aussi les sensations qu'on a pu ressentir là-bas, et notamment quand on était dans la région du Kansai. Pour ma part, ça a été le plus beau voyage de ma vie, je l'ai fait seule, et c'est vrai que j'ai ressenti énormément de choses là-bas, alors que c'est même pas mon pays, et que c'est juste un truc que j'ai rêvé de voir, et quand j'étais là-bas, j'ai vraiment ressenti des choses folles, et je sais que pour Natacha, c'est exactement la même chose, et notamment dans ce district de Gion. Alors je sais pas si je prononce correctement, j'espère que oui. C'est vraiment le centre en fait des arts traditionnels et le quartier du divertissement à Kyoto. Et donc il y a vraiment que des petits pavillons en bois, des sites religieux. C'est là-bas aussi où vous pouvez voir énormément de théâtre kabuki. C'est un quartier aussi bien sûr célèbre pour les geishas ou les geiko qu'on appelle dans le dialecte de Kyoto. Donc attention, les geiko, c'est absolument pas des prostituées, hein. Je remets les choses dans leur contexte, c'est vraiment des femmes, des métiers de l'art. Donc elles excellent dans l'art, la musique et la danse. Et donc à Gion, pour vous faire un peu le petit côté touriste, parce que je sais que vous aimez ça, vous pouvez aller au théâtre Minamisa Kabuki, qui est donc un endroit magnifique qui date du XVIIe siècle, mais le bâtiment actuel a été construit en 1929, et vous pouvez bien sûr manger, puisque là on est dans le thème de la nourriture, dans des salons de thé, des bars, des restaurants, il y a vraiment énormément de choses, et puis il y a aussi une rue principale et commerçante, où là vous pouvez acheter des millions de trucs au goût matcha ou cerisier. C'est absolument incroyable, c'est un endroit à faire absolument si vous allez à Kyoto, mais peut-être qu'on vous en parlera un petit peu mieux dans un prochain épisode avec Natacha, j'espère. Voilà pour la petite parenthèse tourisme et surtout Kyoto, pour que vous soyez plongés donc, dans cet univers des maiko et des geiko. Donc comme je le disais, il y a vraiment une ambiance qui entoure la série, une ambiance du Yakata, donc cet endroit où les geiko et les maiko évoluent. Et dans la série, je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit, dans le manga aussi, mais on sent, comme je disais, cette nostalgie et ce confort qu'on aime dans les mangas et dans les films japonais. Alors déjà, ça nous procure du confort, mais en plus de ça, il y en a tout autour en fait. On sent vraiment le Japon, que ce soit dans l'architecture, donc les maisons, la texture de la pellicule pour la série, ou l'enchaînement des scénettes pour le manga. Et cette texture de la pellicule, j'en avais parlé donc pour Mademoiselle, c'est vraiment un truc typiquement asiatique, je trouve, qu'on retrouve dans toutes les productions et les super productions asiatiques. Et pour le Japon, c'est précisément un truc qui nous émeut, c'est qu'il y a cette sensation de quelque chose qu'on connaît, qui est pourtant si loin de notre culture, mais qui nous fait ressentir des émotions improbables. Comme je disais, du déjà-vu, du cosy, qui se dégage ici des gestes de la petite Kiyo, et on ressent pleinement à travers la nourriture son envie de faire le bien. Donc c'est un personnage que je dirais très Toru-esque, hein, j'invente un peu le terme, mais il n'y a pas que elle aussi, hein, y a largement plus de personnages, plus de présence masculine dans la série que dans le manga, et ça fait du bien à l'histoire. On aime beaucoup comment est décrite aussi Hoka-san Asuka, qui est la gérante du Yakata, donc qui est en binôme avec une autre Hoka-san, mais celle-ci, elle est vraiment très intéressante puisque c'est une femme de 40 ans qui a un enfant et qui habite dans le Yakata et qui s'occupe des filles. Kiyo, c'est le personnage principal, même si l'histoire aborde aussi le chemin de son amie Sumire, qui est apprentie Maiko. Et Kiyo, c'est un personnage qui au premier abord peut vraiment énerver parce qu'elle n'arrive pas à être Maiko en fait, et on a l'impression qu'elle ne fait pas d'efforts, alors qu'en vérité, petit à petit, on voit qu'elle va trouver sa voie. C'est typiquement japonais, ça, hein, se donner à fond pour trouver son chemin, celui de Makanai. Donc déjà, trouver sa voie, trouver son futur métier, vous savez que c'est un sujet qui me touche encore aujourd'hui, et je trouve que pour le coup, ce personnage retranscrit très très bien les émotions qu'on peut ressentir à ces moments de nos vies qui sont charnières. Quand on voit Kiyo, on voit de la nourriture. D'ailleurs, j'avais parlé de ce rapport à la nourriture et les mangas
dans l'épisode de Ghibli. Je trouve que à la préparation des nombreux plats de Kyo, donc que ce soit curry japonais, oyakodon ou des plats de région, c'est des plats qui nous font saliver, rien qu'en entendant le nom. Ça peut nous provoquer vraiment des émotions par rapport au fait qu'ils font appel à nos souvenirs, à notre région natale, à la douceur des plats de notre maman ou de notre mamie. Et tous ces détails culinaires, ils font vraiment de cette œuvre un petit délice pour les sens. De nombreux sujets sont entre autres amenés dans la série, donc l'adolescence, le rite de passage à l'âge adulte, donc par le fait qu'elle devienne Maiko, la parentalité, l'amour et les choix de vie pour une femme, donc toujours cette notion du mariage qui revient, et être geiko, en fait c'est un peu un sorte de chemin personnel, un accomplissement, que ce soit en termes de vie familiale ou de vie pro, ça a l'air complètement différent de ce que vit une femme japonaise banale. Ça, on le comprend à travers le personnage de Momoko, que j'aime beaucoup. Donc, c'est une femme geiko qui est sans tabou, c'est la plus grande geiko de Kyoto. Et elle est très très drôle, elle aime les zombies. Et d'ailleurs, il y a tout un épisode qui est dédié à ça, qui est très drôle. Elle a une grande classe et c'est une femme qui est toujours prise entre son rôle de geiko, reconnue, et sa volonté de découvrir autre chose, l'amour et la liberté surtout, puisque ce métier est un métier où on travaille énormément, on a très peu de place pour les sentiments amoureux, de fonder une famille, c'est assez compliqué. On le voit bien avec le personnage de Momoko, mais aussi avec le personnage de Okasan. Et bien sûr, la sororité, c'est au cœur de l'histoire, l'amitié entre Kyo et Sumire, bien sûr, tous les liens qui se tissent entre les personnages, donc même avec Yoshino, l'arriviste opportuniste qui amène de l'humour, c'est un personnage qu'on aime détester dans l'histoire. Il y a vraiment un fort sentiment, même je dirais, d'amour de la part de Kyo pour Sumire. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment joué sur ce registre dans la série, parce qu'elles ont que 16 ans, mais bon, on sait pas, peut-être qu'il y avait un petit côté lesbien chez Kyo, je sais pas. Vraiment, là, je lance le truc et vous m'en tirez des nouvelles si vous regardez la série. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur relation ? Moi, ce que j'ai aimé dans cette œuvre, c'est vraiment la dimension, comme je disais, émotionnelle des plats. Ceux-ci sont vraiment une sorte de médicament aux peines des filles du saku, donc du yakata, mais aussi le fait que tout n'est pas blanc ou noir. Chaque personnage féminin a ses failles et on brasse vraiment un grand lot de personnalités. Il y en aura bien une qui va vous ressembler, de fille, de Maiko, et vous aurez peut-être même envie de devenir Maiko. Et je finirai par un mot sur l'auteur Koyama Eiko, qui elle a commencé en fait en 2006 avec Iron Feather, puis en 2009 elle a enchaîné avec Ping Pong Rush en 2012, Shiori en 2016 et enfin Maiko-san Chi no Makanai-san, donc la maison des Maiko. C'est sa dernière œuvre en date en fait qui continue encore aujourd'hui. Cette œuvre elle me fait aussi beaucoup penser à La cantine de minuit de Yaro Abe. Bon, c'est un titre que vous devez connaître parce que Yaro Abe a aussi d'ailleurs contribuer à un livre de cuisine qui est édité en France, que vous pouvez découvrir par exemple à la librairie du Phénix à Paris. Et cette histoire, donc la cantine de minuit, vous savez, c'est dans une petite gargote qui est située au fin fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku à Tokyo. Les clients se croisent, les histoires se dévoilent, et la carte, elle ne propose en fait que quelques plats japonais, mais en fait, en vérité, vous demandez au chef ce qu'il est en mesure de vous servir et il le fera pour vous et cela ravivera bien sûr des souvenirs. C'est toujours ça un peu la nourriture. Et je trouve que Kyo et le maître de la gargote sont un peu semblables dans leur personnalité, bien qu'elle soit une jeune fille et lui un vieux célibataire. Tous les deux, ils ne rêvent que d'une chose, satisfaire leurs hôtes par la nourriture et leur apporter un moment de répit, de réflexion ou bien juste d'affection à travers des petits plats mijotés. Bon, je détaillerai pas cette œuvre parce que je vous laisse ou lire cette œuvre ou regarder la mini-série qui est disponible sur Netflix, comme Makanai dans la cuisine de Maiko. Vous avez donc ces deux œuvres que vous pouvez ou regarder ou lire. Les deux sont dans des formats différents. Makanai, c'est plus un format qui sera plus de l'ordre du format manga, alors que Yaro Abe, lui, propose un format A5 chez le Lézard Noir, donc un plus gros format manga. J'espère que cette revue de ces œuvres culinaires vous a plu et émerveillé. Je vous retrouve dans 2 semaines pour ma dernière recommandation sur un manga historique. Je vous en dis pas plus. Je suis vraiment dans mon éra tradition en ce moment. Je pense que je suis hyper nostalgique du Japon et j'ai trop hâte d'y retourner. J'espère très bientôt. Natacha, en plus, y est en ce moment même, donc ça me fait saliver. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous souhaite de vous porter bien. À bientôt. Bonjour à tous,
j'espère que vous allez bien. Je vous remercie une nouvelle fois d'être au rendez-vous ce dimanche pour le marathon shoujo. On arrive à sa fin, il est fin mai je crois, et c'est notre dernier épisode ensemble. Et pour clôturer ce marathon shoujo, j'avais envie de vous parler d'un livre qui est un véritable petit trésor. Et il porte bien son nom car il s'appelle Otoshiyori, trésor japonais de Isabelle Boineau. Et c'est le cas de le dire. Ce livre illustré est un véritable trésor. Je l'ai découvert par hasard dans une petite librairie parisienne et la couverture m'a tout de suite captivée. C'est une couverture rouge avec en son centre une superbe illustration à l'aquarelle d'un vieil homme japonais. Et j'ai été conquise par le regard de ce vieux Oji-san qui me donnait l'impression de me dire « Viens, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, achète-moi et découvre un monde merveilleux ». Et une fois chez moi, j'ai enfin lu la 4e de couverture. Donc voici ces quelques lignes. Au Japon, les personnes âgées, Otoshiyori, font partie intégrante de la société. Leur compagnie me procure un sentiment mêlé de joie, de mélancolie et d'apaisement. J'évoque ici ces rencontres furtives, petit instantané, subjectif de la vie quotidienne à Tokyo, Osaka, Kyoto. Il m'en fallait vraiment pas plus pour me dire j'ai fait un bon achat. C'est vraiment une véritable perle. D'une part, de par les sublimes aquarelles qui ornent les pages de cet ouvrage, et d'une autre part, par cette magnifique écriture manuscrite qui nous raconte tant de choses durant ce livre, sur la société japonaise, sur comment se comportent toutes ces personnes âgées au Japon. D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de voir que la typographie de cet ouvrage, qui est vraiment sublime, a été créée à partir de la véritable écriture manuscrite de l'autrice Isabelle Boineau. Ça donne une atmosphère encore plus intime au livre, un peu comme si en fait elle nous partageait son journal intime, son carnet de voyage. Et j'ai adoré ressentir cette proximité avec cette autrice, aussi bien du coup par son écriture que par ses dessins, qui sont plus sublimes les uns que les autres. L'œuvre, elle, se divise en plusieurs catégories. On a par exemple les kisaten, donc tout un premier passage sur les kisaten qui sont un peu des cafés de quartier qui ont vu le jour au Japon au début des années du XXe siècle. Donc c'est beaucoup de cafés qui sont convoités par des étudiants, par des salariés man, par des personnes âgées. Donc des cafés très simples, très minimalistes, assez sobres. On a ensuite leurs homonymes qui correspondent plus au salon de thé, donc qui sont très portés sur tout ce qui est sucrerie, etc. Et parmi toutes ces premières pages, du coup, elle va nous présenter quelques lieux. Pour les salons de thé, elle va nous faire aussi des dessins sur les pâtisseries qui sont vendues dans ces salons en mettant un point d'honneur sur les détails de ces pâtisseries, sur leur packaging qui sont tous très mignons, très beaux. Et j'ai adoré qu'elle se concentre vraiment sur ces petits détails qui font toute la différence. On a aussi par exemple des passages sur tout ce qui sont des loisirs. Donc il faut savoir que les personnes âgées au Japon aiment beaucoup, donc je sais pas si c'est généralisé, mais beaucoup aiment les animaux de compagnie, notamment les chiens, et pour eux, sortir le chien est un moment important de la journée. Leurs animaux de compagnie sont dorlotés, sont choyés, on leur choisit des vêtements, et c'est vraiment quelque chose à voir. Il y a aussi des loisirs un peu plus classiques, comme par exemple la pêche, qui est très prisée au Japon. On a quoi d'autre ? On a aussi les parades qui se déroulent les dimanches à Ginza, donc un quartier très connu au Japon. On a aussi tout un passage sur le thème de la mobilité. Donc, elle va nous parler de moyens de transport qui sont prisés par ces personnes âgées au Japon. Tous les métiers aussi qui y sont liés et qui permettent à beaucoup de retraités de continuer de pouvoir gagner un peu de sous. Et il y a évidemment tout un passage sur la gastronomie avec de nombreuses recommandations de restaurants qui donnent tous plus envie les uns que les autres. J'ai trouvé que ce livre illustré est à la fois passionnant, touchant et extrêmement inspirant car il donne beaucoup d'idées. Enfin, beaucoup d'endroits en fait qu'on souhaite découvrir au Japon, surtout pour les cafés, pour les restaurants, et ça nous donne vraiment cette envie de porter beaucoup plus d'attention à tous les détails qui nous entourent lorsqu'on visite le Japon. Je remercie vraiment l'autrice Isabelle Boineau qui nous décrit à travers ses mots et ses dessins tant d'endroits incroyables qu'elle a pu elle-même visiter, que ses amis japonais lui ont recommandé. Et je la remercie en fait de nous partager tout ça avec nous. Et en ce moment où je vous parle, donc où j'enregistre cet épisode, moi je suis moi-même en train de préparer mon voyage prochainement au Japon. Et au moment où vous m'écouterez, je serai à ce moment-là. Et je compte bien m'inspirer de ce livre pour essayer de découvrir quelques petits restaurants cachés typiques japonais qui ne sont pas trop connus auprès des touristes. J'espère que dans ceux que je sélectionnerai, ils existeront encore. Faudra que peut-être que je me renseigne un peu en amont. Mais par exemple, il y a quelques restaurants qu'elle nous recommande. Là, je vois par exemple sur la page où je suis, qui date de 2012. Donc c'est pas dit que tout soit encore ouvert. D'ailleurs, elle le dit dans quelques pages qu'elle y est retournée pour certains endroits et que malheureusement les cafés avaient fermé. Mais j'espère quand même pouvoir en voir quelques-uns. Voilà. C'est publié chez la maison d'édition de l'association. Ça s'appelle Otoshiyori,
Trésor japonais de Isabelle Boineau. Et je trouve que c'est un très beau livre de collection. Rien que pour l'avoir dans sa bibliothèque, ça vaut le coup. Et ça se lit par petites doses. C'est vraiment un livre où il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder chaque dessin. Et c'est vraiment un ouvrage très plaisant à lire. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis durant tout ce marathon, shoujo d'Asie, Japon, un peu tout mélangé. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous proposer de nouveaux formats. Et je crois que c'est un type de format qu'on va garder parce qu'on se plaît à les faire. Et on va essayer d'en faire un peu plus souvent sur notre podcast. Évidemment, pas d'inquiétude, on va continuer de vous parler de manga, de shoujo, d'anime. Mais on va aussi en profiter pour vous partager d'autres recommandations qui nous plaisent, qui nous tiennent à cœur, comme ce qu'on a fait durant ce marathon, donc en vous parlant notamment de films, de livres, de dramas, tout en restant dans la thématique du Japon ou de l'Asie un peu plus générale. Personnellement, j'ai adoré en fait vous parler de mes lectures annexes parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de mangas pour préparer Shoujo Story, mais en dehors de Shoujo Story, on continue quand même à lire pour notre plaisir personnel et à regarder des films ou des dramas qui n'ont rien à voir avec notre podcast. Et on s'est rendu compte que c'était sympa aussi de vous partager toutes ces recommandations-là et d'en discuter avec vous. Alors n'hésitez surtout pas à réagir sur Instagram, soit en commentaire, soit en nous envoyant des messages privés pour nous dire tout simplement si vous avez aimé ou non ce marathon d'Asie, qu'est-ce que vous aimeriez entendre par la suite, si vous voulez qu'on insiste un peu plus sur les dramas, sur les films, sur les romans. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours à vous. Moi, en ce moment même, comme je t'ai dit dans mon épisode, je suis au Japon, donc je vais essayer, si possible, de vous faire un petit épisode, je sais pas moi, peut-être courant juin, fin juin, sur mon voyage. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci de continuer de soutenir Shoujo Story, et puis bien, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story et nous envoyer des petits messages, nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! 皆さんありがとうございました。